Ce n'était qu'un instant fugace, à peine 6 minutes, mais suffisant pour bouleverser les équilibres de la planète. À Washington, sous les lustres de la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou venait de jouer sa partition aux côtés de Donald Trump. Sourires étudiés, promesses solennelles, références grandiloquentes à la civilisation. Le décor semblait parfait. Pourtant, à des milliers de kilomètres de là, dans un bureau feutré de l'Élysée, un quadragénaire observait l'écran d'un œil acéré. Sébastien Lecornu n'entendait pas seulement des mots, il en disséquait chaque syllabe. Et soudain, un détail, un terme unique lui apparut comme une alerte. 3 jours auparavant, déjà un pli marqué « Confidentiel défense » avait atterri sur son bureau. Le renseignement militaire français y rapportait des informations venues du Mossad et de Washington. Netanyahou se préparait à applaudir publiquement le plan de paix de Trump, tout en gardant soigneusement des échappatoires juridiques pour relancer la guerre à sa guise. Une mise en scène imparable. Trump récoltait la gloire médiatique. Netanyahou, le parapluie américain et la planète entière, l'illusion d'un Israël pacificateur. Depuis ces années passées, rue Saint-Dominique, Sébastien Lecornu avait eu tout le loisir de jauger Benjamin Netanyahou. Les négociations nocturnes, les repas feutrés à Tel Aviv comme à Paris, les apartés de couloir, il connaissait le personnage, un funambule de la politique passé maître dans l'art de proclamer A et d'agir B sans le moindre état d'âme. Mais cette fois-ci, l'homme de Jérusalem ne jouait plus simplement avec son propre cabinet, il entraînait dans ses manœuvres le président des États-Unis. Et si Donald Trump mordait à l'hameçon, c'est l'ensemble du bloc atlantique qui se retrouverait piégé. Sans perdre une minute, Lecornu décrocha son téléphone et joignit Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française. Ensemble, ils plongèrent pendant 3 heures dans la version confidentielle du plan de paix américain. Sur le papier, tout respirait la rupture historique, cessez-le-feu immédiat, libération des captifs, corridors humanitaires gigantesques, désarmement du Hamas, administration transitoire technocratique à Gaza. Mais à mesure qu'il lisait Lecornu soulignait des zones d'ombre à chaque paragraphe, Israël devait se retirer jusqu'à la ligne convenue, laquelle qu'il a définie rien. Le Hamas était sommé de déposer les armes qu'il contrôle. Avec quels moyens? Silence. Exactement le genre de texte qui permet à un dirigeant de se parer des habits de la paix en public, tout en conservant dans l'ombre toutes les clés pour prolonger la guerre. Le jour suivant, derrière les portes closes de l'Élysée, Lecornu réunit en urgence le Conseil de défense. Autour de la table, Emmanuel Macron, les plus hauts gradés de l'armée et le patron de la DGSE. Après un exposé méthodique, le président rompit le silence d'une seule question. Alors, quelle marche suivre? Lecornu n'hésita pas, il avait tracé son plan en 3 temps. D'abord, prévenir Washington, mais à voix basse pour glisser leurs inquiétudes. Ensuite, fixer une ligne française nette sans ambiguïté. Enfin, si Netanyahou persistait dans sa duplicité, se préparer à le mettre à nu devant la planète entière. Un silence lourd s'installa. Dévoiler ainsi Netanyahou, c'était courir vers un affrontement direct avec Tel Aviv, risquer un froid avec la Maison-Blanche, voire placer la France dans un couloir d'isolement. Pourtant, Macron inclina lentement la tête. « Va, mais avance prudemment. Cet homme est dangereux. » Dans la foulée, un échange discret fut organisé avec le conseiller américain à la sécurité nationale. Lecornu formula ses inquiétudes avec une courtoisie ferme sans détour. La réponse, elle était tiède et floue. « Nous faisons confiance au tandem Netanyahou-Trump, une relation personnelle solide. » En une seconde, Lecornu comprit Washington avait choisi de ne rien entendre. Trump voulait un trophée politique, Netanyahou le lui tendait. Si l'Amérique refusait d'écouter dans l'ombre, il faudrait l'obliger à écouter en pleine lumière. Lecornu n'avait pas laissé le hasard décider. Avant même que le duo Trump-Netanyahou monte sur scène, il avait ordonné à ses conseillers de rédiger une déclaration calibrée, un texte qui poserait en pleine lumière les interrogations que tout le monde murmurait en coulisses, mais que personne n'osait prononcer devant les caméras. Le 29 septembre 2025, le théâtre s'ouvrit. Netanyahou fit son entrée solennelle à la Maison-Blanche, sous l'œil d'objectifs venus des 4 coins de la planète. Trump, tout sourire, lança avec emphase « Bibi, mon cher, aujourd'hui nous écrivons l'histoire. » À Paris, il était déjà 20h30. Dans le salon de Matignon transformé en salle de contrôle,
L'écornu observait la scène entourée d'écrans branchés sur CNN BBC et Al Jazeera qui diffusaient en boucle les mêmes images. Pendant 30 minutes, Trump déroula son discours lyrique. C'est peut-être l'un des plus grands jours de notre civilisation, clamait-il avant d'énumérer ses 20 promesses. Arrêt des hostilités, retour des otages, ponts humanitaires massifs, désarmement total du Hamas. Tout sonnait impeccable, trop impeccable pour être vrai. Stylo en main, l'écornu couchait sur le papier chaque formule suspecte, chaque promesse grandiose dépourvue de mécanismes concrets. Puis survint l'instant décisif. Netanyahou s'avança lentement vers le pupitre, ajusta son micro et prononça d'une voix assurée « Je soutiens ce plan pour mettre fin au conflit de Gaza. Il ramènera nos otages, démantèlera le Hamas et garantira qu'Israël ne sera plus jamais menacé. » La salle éclata en applaudissements. Trump afficha un sourire triomphant et sur Twitter, les notifications se succédaient. Percée historique. Netanyahou valide le plan de paix. Mais l'écornu lui resta impassible. Son oreille avait capté un détail qui n'échappa à personne d'autre. Car Netanyahou avait enchaîné « Si le Hamas rejette l'accord, vous aurez notre soutien total pour agir comme il se doit », ponctué par Trump d'un « Cela peut se faire en douceur ou dans la douleur », avant que Netanyahou ne conclue « Mais cela se fera ». L'écornu mit la vidéo sur pause et repassa la séquence. « Vous entendez, il ne parle pas du moment où la paix sera atteinte, il parle de « si le Hamas rejette ». Cela signifie qu'il a déjà prévu leur refus. À ses côtés, Pierre Lévy acquiesça. C'est exactement ce que disait notre rapport. Netanyahou veut provoquer ce rejet pour pouvoir ensuite déclarer « J'ai essayé, ils ont refusé » et obtenir de Trump un blanc-seing pour poursuivre la guerre. 20 minutes, pas davantage, juste assez pour que toutes les chaînes d'information diffusent l'image de l'accord Trump-Netanyahou, mais trop court pour que l'illusion s'installe durablement. C'est alors que l'écornu descendit vers la salle de presse. Une vingtaine de journalistes patientaient, persuadés qu'il allait livrer quelques compliments convenus aux deux dirigeants. Aucun d'entre eux n'imaginait l'orage qui s'annonçait. Installé derrière le pupitre, l'écornu prit la parole d'un ton posé, ferme, presque tranchant. « Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président Trump et le premier ministre Netanyahou viennent de présenter un plan pour Gaza. La France salue l'initiative américaine. » Il marqua ensuite une pause calculée avant de lâcher la phrase qui fit basculer l'ambiance. « Néanmoins, nous avons des doutes profonds sur la sincérité de certains acteurs de ce processus. » Les épaules se redressèrent, les regards s'aiguisèrent. L'écornu venait de franchir une ligne rouge. J'ai étudié ce document attentivement. Oui, il comporte des points encourageants. Mais il est également truffé d'ambiguïté suffisamment pour que des acteurs de mauvaise foi puissent feindre la paix tout en préparant la guerre. L'écornu sortit une feuille et d'une voix nette se lança dans une démonstration chirurgicale. Le texte stipule qu'Israël se retirera jusqu'à une ligne convenue. Mais laquelle mystère? Le Hamas, dit-on, devra rendre ses armes. Très bien, mais qui contrôlera? Par quel mécanisme? Silence complet. On évoque encore un conseil de paix placé sous l'égide de Trump. Soit. Mais quel mandat, quelle autorité réelle, rien n'est précisé. Puis il leva les yeux vers les caméras et lâcha les phrases qui allaient faire le tour de la planète. La France a une question claire à poser au Premier ministre Netanyahou. Pourquoi avoir déclaré « Je soutiens votre plan » et non pas « J'accepte votre plan » ? Pourquoi employer « si le Hamas rejette » plutôt que « quand la paix sera atteinte » ? Ces nuances ne sont pas fortuites. Elles traduisent une stratégie. La salle s'enfonça dans un silence glacé. Un chef de gouvernement français installé à peine depuis 20 jours venait d'exposer devant le monde entier les doutes les plus tranchants sur la sincérité de Netanyahou. La France défend l'idée d'une paix réelle, pas d'un spectacle monté pour les caméras, lança l'écornu d'un ton ferme. Une paix authentique repose sur 3 piliers: des engagements nets, des contrôles solides et une volonté honnête de chaque acteur. Le projet Trump-Netanyahou propose un semblant du premier, ignore totalement le second et laisse planer de gros doutes sur le troisième. Dans la salle, un journaliste de Reuters prit la parole. « Voulez-vous dire que vous accusez Israël d'agir de mauvaise foi ?» L'écornu impassible répondit « Je n'accuse personne.
Je me contente de formuler les questions que tout devrait se poser. Comment peut-on accepter un document truffé d'incertitudes? Et pourquoi un dirigeant réellement attaché à la paix aurait-il besoin de garder tant d'échappatoires ouvertes? Si le Premier ministre Netanyahou veut dissiper tout doute, rien n'est plus simple qu'il accepte des contrôles internationaux indépendants, qu'il autorise l'ONU à surveiller la mise en œuvre, qu'il fixe un calendrier précis, assorti de sanctions en cas de manquement. S'il le fait, je présenterai mes excuses en public et sans détour, mais s'il s'y oppose, il s'interrompit volontairement, laissant flotter la menace dans l'air. Aussitôt, un journaliste prit la parole. « Ne craignez-vous pas d'isoler la France, Washington et Tel Aviv pourrait interpréter cela comme une trahison ?» Lecornu esquissa un sourire empreint de gravité. « Vous savez ce qui condamne vraiment un pays à la solitude ? Ce n'est pas oser dire la vérité, c'est choisir de se taire lorsque la vérité doit être dite. La France s'est tue trop souvent au Rwanda, en Bosnie. Je préfère une France isolée mais sincère plutôt qu'acclamée mais coupable. » Il enchaîna avec gravité. « Permettez-moi d'adresser un mot à mes partenaires européens. Nous connaissons tous ce scénario par cœur, des signatures solennelles, des sourires figés, des discours enflammés sur la paix. Et quelques semaines plus tard, les bombes recommencent à tomber, comme si personne n'avait rien prévu. Ce manège doit cesser. Oui, j'ose poser des questions qui dérangent. Oui, je refuse d'applaudir aveuglément ce que d'autres acceptent sans la moindre critique. Car une paix véritable vaut mieux qu'un simple spectacle de communication. La dernière intervention fut celle d'un journaliste israélien. Monsieur Lecornu Netanyahou a des décennies de carrière derrière lui. Vous 20 jours seulement au pouvoir. N'est-ce pas prétentieux de contester son jugement? Sans hausser le ton, Lecornu répondit « L'expérience compte bien sûr, mais elle ne garantit pas la sagesse. On peut accumuler 30 années de pratique de la guerre et n'avoir jamais connu une seule journée consacrée à bâtir la paix. Netanyahou est sans conteste un stratège redoutable, un homme qui a traversé toutes les tempêtes politiques. Mais survivre aux tempêtes ne signifie pas savoir construire un rivage de paix. Quant à moi, oui, je suis jeune, oui, je suis un nouveau venu. Et c'est peut-être précisément l'atout de cette génération, ne pas être prisonnier de décennies de calculs cyniques. » Sur ces mots, Lecornu quitta la salle. Dans le couloir, son équipe l'attendait nerveusement. Les portables vibraient sans répit. Reuters, AFP, tous les médias cherchaient déjà sa réaction. Du côté de Jérusalem, un communiqué officiel tombait, ses propos étaient jugés profondément décevants. Il esquissa un signe de tête comme si c'était prévu. Soudain, son téléphone personnel s'illumina, un numéro masqué avec indicatif américain. Il décrocha. La voix de Trump, tonitruante et irritée, s'imposa. « Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Sans hausser la voix, Lecornu répliqua. « J'ai simplement dit la vérité telle que la France l'aperçoit. »« N'est-ce pas ainsi qu'agissent les Alliés ?» lança Lecornu. « Les Alliés, eux, se tiennent les coudes, » rétorqua Trump sèchement. « Nous venons de dévoiler un plan historique et toi, 1 heure plus tard, tu le mets déjà en doute. » Justement, c'est ce que fait un véritable ami. Il préfère vous dire la vérité plutôt que de vous laisser tomber dans un piège, répondit Lecornu avec fermeté. Un silence pesant suivit. Un piège? Tu crois que Netanyahou est en train de me duper? Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, oui. Je pense qu'il se sert de vous pour obtenir un parapluie diplomatique et poursuivre ses opérations militaires. Trump hésita puis demanda « Développe ». Lecornu inspira profondément avant d'expliquer « Netanyahou arrive, tient le bon discours, dit qu'il soutient votre plan. Les médias s'enthousiasment, vous acclament. Mais écoutez bien ces mots, je soutiens votre plan. Il ne dit pas « j'accepte », il ne dit pas « je m'engage ». Rien de contraignant. Ensuite, il ajoute « si le Hamas rejette », pourquoi employer « si » et « non » quand nous atteindrons la paix? Parce qu'il a déjà intégré l'idée de leur refus. Et lorsque ce refus surviendra, vous lui aurez déjà promis en direct devant le monde entier un soutien absolu. C'est ni plus ni moins un chèque en blanc. Il va donc s'assurer que le Hamas rejette, puis il viendra vous dire « j'ai tenté, ils ont refusé, vous en êtes témoin. Je n'ai plus d'autre choix que de continuer la guerre. » Et vous avez garanti que vous le suivriez. Le silence s'étira lourd, presque gênant. Puis Trump finit par rompre l'attente, la voix moins assurée qu'à l'accoutumée.
Tu crois vraiment qu'il irait jusque-là? Monsieur le Président, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Nos services ont intercepté des conversations sortant directement du bureau de Netanyahou. Il a confié à ses proches qu'il ne voyait aucune chance que le Hamas accepte, et que dans l'éventualité improbable où il dirait « oui », il trouverait aussitôt un prétexte pour affirmer qu'ils ont violé l'accord. Trump ne répondit pas tout de suite, puis lâcha d'une voix inquiète « Si tu as raison, je vais passer pour un imbécile. » Non, Monsieur le Président. Si j'ai raison et que vous prenez les devants, vous serez vu comme un chef qui refuse d'être instrumentalisé. Mais si vous écartez cet avertissement et que Netanyahou applique le scénario que je décris, alors oui, l'histoire ne vous épargnera pas. Allez, que proposes-tu? Demanda finalement Trump. C'était la première fois qu'il ne dictait pas la marche à suivre, mais cherchait véritablement un conseil. Ajouter des garde-fous au texte, exiger des contrôles indépendants réellement internationaux, obliger Netanyahou à accepter une surveillance de l'ONU, et préciser clairement que l'appui américain dépendra du respect effectif de l'accord. Si vous le faites, vous deviendrez le président qui aura véritablement fait avancer la paix. Si vous refusez, vous resterez celui qu'un premier ministre étranger aura manipulé. La décision est entre vos mains. Trump expira bruyamment. « Tu prends des risques insensés, Sébastien. Netanyahou n'est pas un amateur. Il a des alliés puissants et surtout très fortunés. »« Je le sais, » répondit l'écornu sans détour. « Mais il y a une chose qu'il n'a pas, la vérité. Et tôt ou tard, la vérité finit toujours par gagner. J'espère que tu mesures ce que tu fais, car si tu te trompes, on te prendra pour un débutant arrogant. »« Et si j'ai vu juste ?» lança l'écornu. « Alors tu seras perçu comme un héros, » concéda Trump. « Ah, mais en échange, tu te seras créé un adversaire implacable. Netanyahou ne pardonne jamais. »« Ça, je peux l'encaisser, » conclut l'écornu. « Ce que je ne supporterai pas, c'est de rester muet en sachant que des milliers d'innocents continuent de mourir. » Trump raccrocha sèchement sans formule de politesse. Quelques heures plus tard, à 2h30, CNN annonçait que le président avait convoqué son état-major en urgence. À 4h15, l'inimaginable se produisit. La Maison-Blanche diffusa alors un communiqué rectificatif. Trump y affirmait que toutes les parties, Israël compris, devaient respecter intégralement les clauses de l'accord et que l'appui américain ne serait accordé qu'à condition d'une application concrète, mesurable et vérifiable. Ce n'était pas précisément la formule que l'écornu avait exigée, mais c'était déjà une inflexion notable, la preuve que son message avait percé. À Tel Aviv, à 5h15 du matin, Netanyahou parcourait ses lignes, les traits tirés par une nuit blanche. Il comprit aussitôt quelque chose venait de se briser. Ce jeune Premier ministre français avait osé franchir la ligne rouge, l'avait défié en plein jour, et plus grave encore, il avait réussi à semer le doute dans l'esprit de Donald Trump. À 10h10 précise, Netanyahou apparut devant les caméras à Jérusalem. Le visage fermé, il lança d'un ton sombre « Je découvre que le Premier ministre français a choisi de mettre en cause la sincérité d'Israël dans ses efforts pour la paix. C'est profondément regrettable. La France se dit alliée, mais choisit ce moment critique pour jeter le doute. » Dans la salle, un journaliste français prit la parole sans attendre. « Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lecornu n'a jamais remis en question le droit d'Israël à se défendre. Il a simplement demandé des éclaircissements sur les zones d'ombre du plan. Pouvez-vous répondre à ces interrogations précises ?» Netanyahou fixa son interlocuteur d'un regard glacé avant de trancher sèchement. « Je n'ai pas de leçon de paix à recevoir d'un homme qui occupe son poste depuis 20 jours. Savez-vous combien de tempêtes politiques j'ai traversées en 30 années de carrière ? Le Premier ministre l'écornu évoque des mécanismes de contrôle. Qu'il se souvienne, nous avons déjà tenté l'expérience. L'ONU s'est installée à notre frontière et pendant ce temps, le Hezbollah se réarmait tranquillement. Le Hamas creusait ses tunnels sous leurs yeux. Ils n'ont pas levé le petit doigt, lança Netanyahou avec ironie. Un journaliste insista aussitôt. Accepteriez-vous alors une supervision internationale totalement indépendante ? Netanyahou secoua la tête catégorique. La seule assurance pour la sécurité d'Israël, c'est Israël lui-même. Jamais nous ne mettrons notre survie entre les mains de fonctionnaires onusiens qui, à chaque vote, prennent systématiquement position contre nous. C'était la réplique exacte que l'écornu avait anticipée.
Et dans la salle, les reporters commençaient à relever l'évidence. Sur Twitter, les analystes soulignaient la contradiction flagrante. Netanyahou se proclame artisan de paix, mais rejette chaque instrument concret qui pourrait justement garantir cette paix. Depuis Paris, Le Cornu suivait en direct la scène sur ses écrans. À ses côtés, Lévy souffla à voix basse. « Il est en train de se piéger tout seul. Chaque refus d'une supervision internationale ne fait que renforcer vos avertissements. » Le Cornu acquiesça doucement. « C'est vrai, mais observez la méthode, il n'emploie jamais un non franc et massif. Il enveloppe sa réponse dans des formules comme « nous avons déjà tenté et ça n'a pas marché ». C'est plus malin, ça donne un vernis de modération. Les 2 jours qui suivirent furent décisifs. À Doha, les intermédiaires du Qatar et de l'Égypte se réunissaient avec les représentants du Hamas pour examiner le texte. La planète entière retenait son souffle. Le Cornu, lui, n'avait plus de doute, et le 1er octobre à 16h précises, la nouvelle tomba, le Hamas refusait l'accord. Le Hamas publia sa réponse en avançant plusieurs motifs. Le texte ne mettait pas fin à l'occupation, ne mentionnait pas explicitement le droit à un État palestinien et ne prévoyait aucun dispositif pour empêcher Israël de reprendre ses offensives. Rien de surprenant pour Le Cornu qui avait anticipé chaque mot. À 18h depuis Matignon, il apparut devant les caméras pour une brève allocution. Pas de colère cette fois, ni d'air triomphant, seulement une gravité douloureuse. Le Hamas a dit non. J'aurais voulu me tromper. J'aurais préféré que mon scepticisme soit exagéré. Mais hélas, les faits confirment mes pires pressentiments. Il rappela 48 heures, maintenant plus tôt, avoir soulevé des interrogations précises ignorées à Washington comme à Jérusalem et que désormais le rejet intervenait exactement pour ces mêmes failles. Certains affirmeront que le Hamas refuse parce qu'il rejette la paix. Peut-être, probablement même. Mais si l'on voulait vraiment les priver de ce prétexte, il fallait bâtir un plan irréprochable. Il aurait fallu un projet limpide, irréprochable, un texte si solide qu'aucune partie n'aurait pu le rejeter sans se démasquer comme l'ennemi de la paix. Or, que va-t-il se passer maintenant? Netanyahou répétera. « Regardez, j'ai fait ma part, le Hamas a dit. Non, je n'ai donc pas d'autre choix que de poursuivre la guerre. » Et Trump, lié par sa promesse publique, se verra contraint d'offrir son soutien total. Voilà exactement le scénario que j'avais annoncé il y a 48 heures. Face à cela, la France ne renoncera pas, nous défendrons l'idée d'une paix réelle, pas d'un simulacre. Nous présenterons notre propre schéma de garanties internationales. Et coûte que coûte, nous continuerons à dire les choses telles qu'elles sont, même si elles dérangent, car c'est cela la véritable définition du leadership. Au fil des semaines, les faits confirmèrent point par point l'intuition de Le Cornu. Netanyahou déclara que le Hamas, ayant balayé la proposition Israël, n'avait d'autre alternative que de poursuivre ses offensives. Mais contrairement aux épisodes précédents, la scène internationale réagit autrement. Portée par l'audace française, l'Union européenne adopta une résolution exigeant des garanties internationales obligatoires. Dans plusieurs capitales, l'idée de reconnaître officiellement un État palestinien fit son chemin. Même à Washington, des voix jusque-là discrètes au Congrès commencèrent à interroger le principe du soutien automatique à Israël. Quant à Trump, il demeura allié certes, mais plus mesuré finit les appuis sans condition. Ses déclarations se firent soudainement plus prudentes. Pour Le Cornu, le bilan fut contrasté. Sur la scène mondiale, sa silhouette s'imposait, on le voyait invité au grand colloque, sollicité par des chefs d'État curieux de son avis. Le New York Times alla même jusqu'à le présenter comme la nouvelle conscience lucide du vieux continent. Mais dans son propre pays, l'équilibre demeurait fragile. Les socialistes agitaient toujours la menace d'un renversement, l'extrême droite réclamait des ruptures spectaculaires et les syndicats multipliaient les grèves. Un jour, lors d'une interview tendue, un journaliste lança frontalement « Vous avez gagné en prestige international, mais votre gouvernement chancelle. Était-ce vraiment le moment d'ouvrir une telle bataille ?» Le Cornu marqua une pause, prit le temps de peser ses mots, puis répondit « Cette interrogation revient sans cesse. Certains affirment que j'aurais dû rester focalisé sur les crises internes. Mais laissez-moi vous confier une chose, il n'existe pas de moment idéal pour dire la vérité. Si j'avais attendu que tout soit parfaitement calme autour de moi, je serais encore en train d'attendre. Gouverner, ce n'est pas chercher le confort, c'est agir quand c'est nécessaire,
même si cela coûte cher. Oui, il est possible que je perde mon poste. Peut-être que d'ici 15 jours, je ne serai plus à Matignon. Mais au moins, quand je quitterai cette fonction, je pourrai me dire que j'ai prononcé les mots qu'il fallait au moment où ils devaient l'être. L'entretien fit des millions de vues. Et paradoxe inattendu, les courbes d'opinion qui s'effondraient, jusque-là reprirent de la hauteur. Les Français, y compris ceux qui contestaient ces choix, redécouvraient une chose rare, un responsable qui exprimait ce qu'il ressentait et qui assumait ses convictions même sous la tempête. Le 3 janvier 2026, soit 4 mois après son intervention retentissante, un événement inattendu fit trembler les équilibres diplomatiques. L'Arabie saoudite annonça officiellement qu'elle appuyait la proposition française de garanties internationales et qu'elle était prête à y injecter des fonds considérables. Un véritable séisme géopolitique MBS choisissait de se ranger derrière Paris plutôt que derrière Washington. Quelques heures de plus tard, le téléphone de l'écornu sonna. « Son Altesse souhaite vous recevoir à Riyad pour discuter d'une initiative commune. Quand pourriez-vous vous rendre disponible ?» La semaine qui s'annonçait était déjà cruciale, mais il comprit aussitôt que ce train ne repasserait pas. Sa réponse fut immédiate. « Je peux être là dans 3 jours. » Le 6 janvier, l'écornu posa le pied à Riyad, accueilli avec un faste digne d'un chef d'État. Le lendemain, il s'assit face à Mohammed Ben Salman. L'entretien censé durer 60 minutes s'étira sur 6 heures. Très vite, les deux hommes découvrirent un langage commun. Chacun se voyait comme un réformateur prêt à briser les habitudes et à défier le confort du statu quo. MBS finit par lâcher « Vous avez franchi une ligne que personne n'osait. Vous avez exprimé ce que beaucoup pensaient tout bas. Mais désormais, il faut aller plus loin, bâtir une véritable alternative. » De cette rencontre naquit l'initiative Riyad Paris, une force internationale de 10 000 hommes pour sécuriser Gaza, un calendrier précis découpé en 5 étapes, des garanties fermes pour la sécurité d'Israël, un fonds colossal de 50 milliards de dollars sur 10 ans pour la reconstruction et surtout un système de contrôle limpide avec des rapports publics mensuels. Exactement ce que le plan Trump n'avait jamais été concret, contraignant et vérifiable. Le 15 janvier, l'écornu dévoila son projet à Bruxelles. Les dirigeants européens réagirent de manière partagée, mais un phénomène inattendu prit de l'ampleur. La société civile, elle se mobilisa en masse. Dans 12 capitales, des cortèges se formèrent pour afficher leur soutien. Une pétition atteignit la barre impressionnante de 2-3 millions de signatures. Sur les réseaux, le mot-clé « Riyad Paris for Peace » explosa et se propagea à vitesse folle. 5 jours plus tard, le 20 janvier, l'écornu surprit tout le monde en choisissant un canal inhabituel, une vidéo de 10 minutes, tournée simplement publiée directement sur YouTube. Face caméra, il déclara « Mes amis, je vous parle sans détour. 4 mois plus tôt, j'ai affirmé que le plan Trump manquait de solidité. On m'a critiqué beaucoup. Pourtant, les faits m'ont donné raison. Aujourd'hui, avec l'Arabie saoudite, nous proposons autre chose, non pas un schéma vague, mais un cadre précis avec de vraies garanties. Je n'ai aucune certitude sur le succès, mais nous avons le devoir d'essayer. Et pour cela, j'ai besoin de vous pousser vos gouvernements à agir, car la paix, au fond, appartient à la volonté des peuples. » La vidéo fit un raz-de-marée, 15 millions de vues en quelques jours. Pour la première fois, un projet de paix réussissait à captiver l'opinion publique comme une véritable épopée. Le 1er février approchait, date à laquelle le Conseil de sécurité devait se prononcer. L'épreuve de vérité. La veille du vote, l'écornu reçut 3 coups de fil déterminants. Le premier venait de Trump. Sa voix râpeuse résonna. « Tu comprends bien que je ne peux pas afficher mon soutien à ton initiative. Ce serait reconnaître que mon propre plan n'était pas à la hauteur. »« Monsieur le Président, il n'est pas nécessaire de la soutenir, » répondit l'écornu. « Il suffit simplement de ne pas brandir votre veto. Laissez le monde décider sans bruit. Si je fais ça, Netanyahou va me démolir politiquement. »« C'est possible, » concéda l'écornu. « Mais l'histoire retiendra une chose, aurez-vous été l'homme qui a offert une chance à la paix ou celui qui l'a enterré par crainte de Netanyahou ?» Un long silence suivit. Puis Trump lâcha enfin « Tu sais quoi, gamin, t'as du nerf. D'accord, les États-Unis s'abstiendront. » Une concession inespérée bien au-delà de ce que l'écornu avait osé espérer. Le deuxième coup de fil fut sans doute le plus explosif. Netanyahou en personne
pour la toute première fois en contact direct avec Le Cornu. « Monsieur le Premier ministre, comprenez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous cherchez à imposer à Israël un plan que nous n'avons jamais approuvé. » Avec tout le respect, rétorqua Le Cornu, « je n'impose rien, j'offre un cadre. Libre à vous de le refuser, mais si vous le faites, alors il sera clair pour le monde entier que c'est Israël qui rejette une paix contrôlable et transparente. Vous me placez dans une impasse. Non, je vous mets face à un choix: assumer une véritable paix ou assumer la perpétuation de la guerre. C'est inconfortable, oui, mais inévitable. » Pris de court, Netanyahou changea de ton. « Écoutez, Sébastien, soyons pragmatiques. Qu'attendez-vous vraiment? Davantage d'influence pour la France? Des contrats militaires? Fixez vos conditions. » La colère monta chez Le Cornu, mais il la contint. « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas une marchandise. Mon unique objectif est la fin de cette guerre. Si pour vous cela relève de l'impossible, alors nous n'avons plus rien à échanger. Vous êtes en train de commettre une erreur qui pourrait briser votre carrière, » lança Netanyahou glacé. « Ma carrière ne m'obsède pas autant que vous l'imaginez, » conclut Le Cornu. « Je vous souhaite une bonne journée. » Le troisième coup de fil fut sans détour le plus inattendu: Tony Blair, l'ex-premier ministre britannique, désormais intégré au Conseil de paix de Trump. Sa voix était posée: « Sébastien, j'ai décortiqué ton projet. C'est brillant. Exactement ce que le plan Trump aurait dû être. Merci, monsieur Blair. Votre jugement a du poids. » « Mais attention, reprit Blair, Netanyahou ne cédera pas. Il usera de tout son réseau, de chaque relais diplomatique, pour s'aborder cette initiative. »« J'en suis conscient, » répondit calmement Le Cornu. « Mais penses-tu sincèrement que ça puisse aboutir ?» Blair marqua une pause. « Honnêtement, si le vote passe demain, si Washington s'abstient vraiment, si le bloc arabe reste soudé, alors oui, pour la première fois depuis des décennies, une chance réelle existe. Mais écoute Sébastien, si ça marche, tu deviendras l'une des figures les plus influentes du continent. Et si ça échoue, Netanyahou t'écrasera sans pitié politiquement. Tu es prêt pour ça ?» Le Cornu ne répondit pas immédiatement. Son esprit revint en arrière, la conférence du 29 septembre, l'échange tendu avec Trump, toutes ces occasions où il aurait pu choisir la prudence et garder le silence. Finalement, il déclara « Monsieur Blair, j'ai 39 ans. Si ma carrière s'arrête demain, j'aurai déjà vécu une vie politique intense. Mais si je me tais aujourd'hui, si je laisse filer cette opportunité par peur, je ne me relèverai jamais. Alors oui, je suis prêt. » Le 2 février 2026, à 10h de New York, le vote s'ouvrit au Conseil de sécurité. La résolution Riyad-Paris fut soumise. L'ambassadeur français prit la parole pour un plaidoyer vibrant de 15 minutes. Dans la salle du Conseil, le dénouement prit des allures de théâtre mondial. L'ambassadeur saoudien ouvrit la séquence en martelant qu'il fallait une paix concrète et non une illusion de paix mise en scène. Puis vint la surprise, le représentant américain annonça solennellement que Washington s'abstiendrait. Un murmure parcourut l'Assemblée, mélange d'incrédulité et de soulagement. L'envoyé israélien tenta bien une ultime plaidoirie, mais son discours sonnait affaibli, presque résigné. Quand les votes tombèrent, la liste résonna comme une onde de choc. Pékin pour Moscou, pour Paris, pour Londres, pour Gabon, pour Équateur, pour Malte, pour Japon, pour Mozambique, pour Suisse, pour Algérie, pour Slovénie, pour Corée du Sud, pour Guyana, pour... Et les États-Unis, abstention. Résultat final, 14 voix favorables, aucune opposition, une seule abstention. La résolution Riyad-Paris était adoptée. À Matignon, dans la salle où les écrans diffusaient en direct la séance new-yorkaise, le temps sembla suspendu. Personne n'osa parler durant quelques secondes, puis d'un coup l'équipe éclata en acclamations. Certains se levèrent, d'autres frappèrent dans leurs mains avec une énergie libérée. Le Cornu lui demeurait immobile sur sa chaise comme s'il essayait d'absorber ce qui venait de se passer. 4 mois plus tôt, il n'avait été qu'un homme posant des questions gênantes. Désormais, une résolution des Nations Unies portait sa marque et promettait de bousculer l'histoire. « Tu as réussi !» s'exclama Mathilde en le serrant avec ferveur. Pierre, la voix tremblante, ajouta les yeux humides. « Dans un siècle, ce moment sera enseigné dans les cours d'histoire. » Mais Le Cornu, impassible, murmura «
Ne nous emballons pas. C'était la partie simple. La véritable épreuve commence maintenant à prouver que ce texte peut devenir réalité. Les jours qui suivirent furent un véritable séisme. Netanyahou, furieux, convoqua une conférence de presse pour dénoncer la trahison de l'ONU et accusa la France d'un antisémitisme masqué sous des mots diplomatiques. Immédiatement, des lobbies pro-israéliens déclenchèrent des campagnes virulentes contre Le Cornu. Les menaces affluèrent jusqu'aux menaces de mort. On renforça sa sécurité et sa famille fut déplacée vers une résidence protégée. Mais en parallèle, un phénomène inattendu éclata, l'opinion publique bascula en sa faveur. En quelques jours, ces sondages s'envolèrent de 34% à 61%. Dans les rues françaises et européennes, des rassemblements de soutien apparurent. On parlait de lui comme d'un nouveau symbole de courage moral, et au Moyen-Orient, chose inouïe, des cortèges pour la paix reprenaient son nom. À Gaza, parmi les ruines, des banderoles improvisées en français flottaient « Merci France !»« Merci Le Cornu ». Le 10 février, Paris accueillit une délégation singulière des familles endeuillées, à la fois palestiniennes et israéliennes. Le Cornu choisit de les rencontrer à huis clos. Une mère palestinienne qui avait perdu ses 3 enfants lui prit les mains avec une dignité bouleversante et murmura seulement « Merci d'avoir essayé ». Un père israélien dont le fils était tombé ajouta d'une voix grave « Je ne partage pas toutes vos positions, mais je respecte votre courage ». L'entretien dura 3 heures, et quand il s'acheva, les yeux de Le Cornu étaient rougis. 10 jours plus tard, le 20 février, survint l'inattendu. Netanyahou, interrogé à la télévision, déclara sans détour « Soyons clairs, l'initiative française comporte de graves failles, mais peut-être y a-t-il matière à discuter ? Peut-être que certains points pourraient être négociés. » C'était la première brèche dans son mur de refus. Les semaines suivantes furent marquées par des tractations en coulisses autour de la table. La France, l'Arabie saoudite et l'Égypte, en face Israël et les États-Unis, le Hamas lui représenté par le Qatar. Les discussions avançaient avec lenteur, encombrées de pièges et de méfiance. Pourtant, c'était un dialogue et déjà cela valait mieux que des bombes. Le 15 mars 2026, soit exactement 6 mois après la conférence qui avait propulsé Le Cornu sur la scène mondiale, un accord préliminaire vit le jour au Caire. Bien sûr, il était imparfait, encore semé de divergences et de zones floues. Mais c'était une base, un vrai commencement. Le Cornu avait été convié à la signature, mais refusa poliment. « Ce n'est pas mon traité. C'est le leur, celui de tous ceux qui ont porté cette paix. Je n'ai pas à voler cet instant. » Resté à Matignon, il suivit la cérémonie sur écran. Quand les stylos se posèrent sur le papier, Mathilde lui demanda doucement « Alors qu'est-ce que tu ressens ?» Long silence. Enfin, il répondit « Soulagé. Ni fier, ni euphorique. Juste soulagé, parce que peut-être à partir d'aujourd'hui, il y aura moins de morts. » Cette nuit-là, seul dans son appartement encore éclairé par la lampe de bureau Le Cornu, sortit une enveloppe froissée, la lettre de Fatima, cette femme de Gaza qui avait tout perdu. Il se demanda si elle respirait encore, si un jour elle apprendrait ce qui venait de se jouer à des milliers de kilomètres. Probablement pas. Mais une certitude s'imposait, il avait agi selon sa conscience. Il avait choisi la vérité alors que le mensonge aurait été bien plus confortable. Il avait défendu ses principes quand céder aurait été la voie facile. Il avait mis en péril sa carrière alors que se taire l'aurait protégé. Et peut-être que c'était ça le vrai rôle d'un dirigeant. 3 mois plus tard, en juin 2026, Le Cornu monta sur scène à Oslo pour recevoir une distinction internationale saluant son courage diplomatique et son sens du devoir moral. Devant l'auditoire, il prononça une phrase qui cristallisait son parcours. « On me demande souvent comment j'ai osé défier Netanyahou, questionner Trump et risquer mon avenir politique pour une conviction. La vérité, c'est que je n'ai pas été courageux. J'ai seulement refusé d'être lâche, car le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est choisir de faire ce qui est juste malgré la peur. » Si ce soir du 22 septembre, j'étais resté muet, si j'avais choisi de fermer les yeux sur cette mise en scène, sans doute aurais-je préservé ma carrière. Mais à quel prix j'y aurais laissé mon âme? Il y a quelques mois, j'ai affirmé que Netanyahou avait abusé de Trump, mais qu'il ne pourrait pas m'abuser moi. Non pas parce que je serais plus brillant, mais parce que j'ai refusé de me laisser berner. J'ai refusé les illusions commodes, ces mensonges rassurants
qui séduisent plus facilement que la vérité rugueuse. Voilà la leçon que je voudrais transmettre, n'acceptez jamais d'être dupé par les puissants. Ayez le courage de poser des questions, réclamez des preuves, contraignez vos dirigeants à rendre des comptes, car la démocratie ne s'éteint pas d'un coup. Elle s'effrite lentement à chaque mensonge toléré pour notre confort, à chaque silence que nous nous imposons par peur. Puis il s'interrompit un instant, laissant ses mots retomber dans la salle. Voilà 9 mois que j'occupe ce fauteuil de Premier ministre. Peut-être que dans quelques semaines ou même avant, je n'y serai plus. C'est la règle du jeu en France, la politique y est aussi instable que le climat en avril. Un éclat de rire parcourut la salle. Mais peu importe la durée. Ce qui compte, c'est qu'à un instant donné, j'ai pu peser. J'ai pu dire tout haut ce que d'autres taisaient. J'ai osé affronter les puissants, j'ai parlé pour ceux qu'on n'entend jamais. Et si quelque part, un jeune homme ou une jeune femme regarde cette histoire et se dit « Moi aussi, je peux avoir cette audace », alors croyez-moi, chaque seconde de ce combat aura trouvé son sens. Car au bout du compte, personne ne retiendra la durée de notre passage au pouvoir. Ce qui comptera, c'est l'usage que nous en avons fait. Et moi, je supplie presque qu'au moment où mon heure viendra, je puisse affirmer « J'ai agi selon ma conscience, sans calcul, sans fuir les conséquences ». La salle entière se leva alors applaudissant debout, comme emporté par une vague. Mais l'écornu, lui, ne laissa paraître aucun triomphe, son visage demeurait grave sans trace de sourire satisfait. Dans son esprit, le visage de Fatima, cette femme de Gaza, revenait sans cesse, puis les souvenirs des familles croisées, brisées par la guerre, se superposaient, et derrière eux, l'ombre de tous ceux qui avaient payé le prix pendant que les puissants s'amusaient à leurs calculs politiques. Alors il se fit une promesse muette, tant qu'il lui resterait une parole, un micro, un fragment d'influence, il l'utiliserait pour dévoiler la vérité. Car au final, Netanyahou avait réussi à manipuler Trump, mais l'écornu, lui, n'avait pas été dupe. Ce n'était pas une question de génie ou de supériorité intellectuelle. Le cornu n'avait pas vu plus loin que les autres, il avait simplement refusé de fermer les yeux. Là où beaucoup auraient choisi la douceur d'un mensonge rassurant, lui avait préféré l'austérité d'une vérité inconfortable. Et dans cet univers saturé de promesses creuses, de discours calibrés et de mascarades diplomatiques, ce choix élémentaire, regarder la réalité en face et l'énoncer sans phare, avait pris des allures de rébellion. Contre toute logique, il devint l'étincelle d'un bouleversement. Fragile, incertain, toujours menacé, certes, mais un bouleversement malgré tout. Il arrive que l'on ne puisse espérer davantage qu'une étincelle de lucidité. Un instant où la vérité arrachée au silence dévie le cours des événements. Ce 29 septembre 2025 en fut l'illustration parfaite. Un Premier ministre français de 39 ans osa briser le consensus, poser les interrogations que tous taisaient. Ce soir-là, un simple refus de se laisser berner devint une rupture historique. Et l'histoire retiendra qu'en ce jour précis, un homme choisit de ne pas céder à l'illusion et que ce choix bouleversa tout.